Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Brag.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. BRACK.ch. Allez checker. Bah moi, j'y avais pensé avant le résultat, du coup. Mais au T'avais moment déjà où... pensé Ouais, à la mort avant même le ouais. résultat? J'avais déjà pensé, pas comme ça, mais j'avais déjà pensé vraiment à... Ok, donc si c'est positif, je vais vivre dans la crainte de mourir d'un cancer, genre à 30 ans, quoi. Je suis Anjo, bienvenue sur le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec Blick. Notre invité d'aujourd'hui est né avec des prédispositions qui augmenteraient le risque du cancer du sein. Une opération serait possible pour réduire ces risques, mais l'assurance lui la refuse. Aujourd'hui, elle est là pour nous raconter son combat. Tous nos contenus sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez, donnez-nous de la force, mais surtout, abonnez-vous pour ne plus louper d'épisodes. Bonjour, Salut, comment vas-tu ? ça va, merci, et toi? Très très bien, merci. Je tiens à préciser que ce témoignage se fera anonymement à cause de litiges avec les assurances. Ouais, c'est ça. Raconte-moi ton actualité du moment. Comment vas-tu ? Comment tout se passe pour toi ? Tout va bien, il fait chaud, et oui, tout va bien en ce moment. Je vais adopter une petite chienne errante d'Italie, donc je suis trop contente, je me réjouis. Ouais. Waouh. Si on revient un peu sur le vif du sujet Ouais. qui nous intéresse aujourd'hui, raconte-moi un petit peu, on va dire, cette fameuse mutation que tu as découverte à quel moment ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a été contacté par plusieurs personnes. Enfin, ma mère a été contactée par plusieurs personnes dans la famille. Il y a un arbre généalogique plein de cancers de tout genre en fait. De tout genre en plus. Ouais, du côté de ma mère. Et puis visiblement, je crois du côté allemand, des médecins avaient trouvé qu'il y avait quelque chose lié à de la génétique. Et donc du coup, en 2019, ma mère, elle a été faire des tests génétiques. D'accord. Qui en fait ont donné un diagnostic qui était qu'elle elle avait une mutation génétique qui s'appelle le PALB2. Ça s'écrit PALB2. PALB2, ok. Voilà. Et donc cette mutation génétique prédispose au cancer du sein, au cancer du pancréas et potentiellement à d'autres cancers, notamment le cancer des ovaires, mais ça c'est encore au stade de recherche, il n'y a pas encore c'est pas encore définitif, quoi. On ne sait pas le verdict final. D'accord. Et en fait, ce qui se passe avec la génétique, c'est que tes gènes, tu as 50% de ton père, 50% de ta mère. Ouais, donc en fait, nous, en tant qu'enfants de ma mère, puisqu'elle avait cette mutation génétique, on avait une chance sur deux d'avoir la même chose. Donc on est 4 frères et sœurs, on s'est fait tous tester, et puis sur 4, on est 3 à avoir la mutation génétique, ce qui n'est pas de bol. Donc toi, tu fais partie? Donc moi, je fais partie, ouais. Et le truc, en fait, c'est que le plus gros risque avec cette mutation génétique, enfin disons la prédisposition la plus forte, c'est celle qui touche le cancer du sein et surtout du coup pour les femmes. Donc moi, ma grande sœur a été positive. D'accord. Ensuite moi, ma petite sœur négative et mon petit frère positif. Donc pour les garçons, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Voilà. Parce que quelles sont les chances? Donc les garçons, ils ont le pourcentage diminue? Il me semble que c'est le pourcentage qui diminue et puis en fait eux ils ont. On n'est pas des médecins, mais ouais, juste ça, pour avoir une idée. Bah globalement, si tu veux, le cancer du sein, il est, je crois, hormonodépendant. D'accord. Mais c'est surtout qu'il se développe dans la glande mammaire. Et puis si tu es un homme, je sais pas si tu as de la glande mammaire, mais je pense que même si tu en as, bah forcément tu en as beaucoup moins. D'accord. Et puis il y a pas de tout ce qui est hormonodépendant. En fait, tu vas vraiment, enfin tu vois, il y a l'évolution de ton sein et de ta glande mammaire, elle va subir le cycle de tes hormones. Tu vas typique quand tu es enceinte. Tout à fait. Quand tu auras comment ça s'appelle déjà quand tu... Ça s'appelle comment? À la fin de... Enfin, quand tu... Vers les 50 ans, là... Bon, bref, j'ai oublié le mot. Mais ouais, en gros, c'est lié aux hormones. Et puis, ça va toucher beaucoup plus les femmes que les hommes. D'accord. Mais il est quand même plus à risque que la population générale. Et en fait, le cancer du sein, la population générale, chez les femmes, ça m'avait vachement surpris. Le risque sur l'ensemble de la vie d'une femme en Suisse, il est de 12%. De développer un cancer du sein. Donc, ce qui est déjà énorme, en fait. C'est beaucoup, ouais, totalement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça choquant. Et puis, nous, dans notre cas, avec cette mutation génétique, ils estiment sur l'ensemble de notre vie qu'on varie entre 35 et... Alors, les chiffres,
change un peu ces dernières années, mais entre 35 et 65 ou 75%. Ça dépend vraiment à qui tu parles. D'accord. Ouais. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que selon ton âge... Voilà, il varie avec l'âge. Ouais, voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quoi 30 ans, 30%, à Grosso 50. modo, ouais. Mais le truc qui est difficile, c'est que les médecins, ils te le disent comme ça, et ils disent aussi, mais ça veut pas dire que c'est vous, ça veut pas dire que vous, à votre âge, vous avez 30 ans. En fait, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est généralisé, et puis après... C'est une statistique, quoi. Totalement. Donc, ça s'applique à un truc global, mais ça veut pas dire que c'est ton cas. Et en l'occurrence, moi, j'ai eu contact avec une personne, sa sœur a aussi touché du PALB2, elle a eu un cancer à 18 ans. Ce qui, selon la courbe que m'avaient donné les médecins, correspond à des risques hyper bas, tu vois, 18 ans. Totalement. Mais donc, en fait, tu sais jamais. Tu sais jamais sûr. Et au niveau des prédispositions, donc ça veut dire que ta maman, elle a eu le cancer. Elle a eu 2 cancers. 2 cancers du sein. D'accord. Donc, elle a eu le premier à 49 ans et le deuxième à 51 ans. Premier un sein et ensuite l'autre sein. Comment on réagit quand on est... Parce que vous étiez avec quel âge à ce moment-là? J'avais quel âge? 19 et 21 ans. Ok. Je crois que c'est ça. Ben, en fait, moi, déjà, la première fois à son premier cancer, j'ai pas trop compris. Déjà, j'étais pas vraiment au courant de ce que c'était. J'ai pas trop compris. Il me semble... Enfin, en tout cas, ça m'a pas marqué plus que ça. Puis après, en fait, pour son premier cancer, elle a réussi à avoir des traitements. Je crois qu'elle a fait de la radio, plusieurs choses, mais elle a pas dû faire de chimio. D'accord. Ce qui est quand même... on associe ça au cancer parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de hyper visuel. Tu vois, quelqu'un qui a un cancer, tu le vois pas forcément, mais quand ils font une chimio, souvent, ils perdent leurs cheveux, ils s'affaiblissent beaucoup, ils sont malades, en fait, des conséquences de la chimio. Totalement. Et puis, du coup, comme elle avait pas de traitement comme ça, je pense qu'à cet âge-là, j'avais pas vraiment... j'avais pas capté de ce qui se passait. Ouais. Mais alors, ça veut dire que maintenant, quand ton résultat positif tombe, après avoir vécu tout ça, après avoir vu ta maman, après les 2 opérations, comment on réagit, à quoi on pense? Même si tu n'as pas, parce que toi, tu as la prédisposition, tu n'as pas encore la maladie, mais tu te dis que tu peux potentiellement la développer. C'est ça. Déjà, premier truc forcément qui te passe par la tête, c'est la peur. Parce que c'est vraiment, en gros, tu captes que tu as une chance beaucoup plus élevée que la moyenne. Ouais. Potentiellement, tu vois, si ils disent courbe de ta vie, etc., ok, mais peut-être que là, je suis à 50% de chance. Et moi, très vite, j'ai commencé à me dire, ok, aujourd'hui, ça se trouve, je suis en train de développer des cellules cancéreuses. Et je me disais, en fait, ça, c'est un truc qui te revient vachement. C'est un cercle vicieux, en fait. Ouais. En fait, tu vis avec une épée de Damoclès sur la tête. Tu sais jamais vraiment si un truc que tu es en train de faire va impacter... C'est justement où j'allais revenir. Est-ce que le mode de vie peut avoir un impact sur ce genre de prédisposition ou de maladie ou pas? Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai demandé à la gynécologue qui nous suivait au début. Elle m'a clairement dit non. Quand tu as ce genre de risque tellement élevé, je veux dire que tu aies une mauvaise alimentation, que tu boives trop d'alcool, que tu aies un facteur de stress, etc. D'un point de vue, en tout cas de son point de vue médical, c'était minime comparé au risque que j'avais déjà. D'accord. Après, tu me demandes mon avis. Moi, j'ai pas vu les choses comme ça. À ce moment-là, j'ai changé, j'ai fait des choix de vie, j'ai changé des trucs. Et je me suis dit, ok, c'est fini, je m'impose plus de stress au boulot. J'ai changé de taf. J'ai choisi du coup un nouveau travail aussi en fonction de ça. Une société qui était hyper compréhensive. Je leur ai dit aux entretiens d'embauche la situation. Parce qu'en fait, le diagnostic, je l'ai eu en janvier 2020. À ce moment-là, je cherchais du travail. Et puis du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je trouve une boîte à l'échelle, humain et qui vont réellement comprendre que, moi, ça, c'est mon quotidien, les contrôles, etc. Donc, ton bien-être passe avant tout un petit peu. Ouais, voilà. Quand même. Et puis, surtout, penser à pas être surmenée. Je sais pas vraiment si ça a un impact là-dessus. Je sais pas si c'est ce qui va faire que je développerai jamais de cancer. Ça, j'en sais rien. Mais par contre, pour moi, ça me semblait important de changer de mode de vie et de me donner un max de chance et de pas culpabiliser, surtout si jamais un jour j'ai un cancer, en me disant franchement, ça m'étonne pas, je mange n'importe comment, je sors tout le temps. Tu vois. Totalement. Donc, moi, j'ai changé pas mal de trucs. Je fais plus de sport. Bonne chose. Bonne chose. Est-ce que ta maman a la culpabilité par rapport à ça? Envers vous, les enfants? Bon, je peux pas parler pour elle, forcément, parce que je suis pas dans sa tête. Mais vous en discutez pas? Vous échangez pas? Non, pas là-dessus. C'est vrai? Non, ça a été un process assez bizarre. Après aussi, c'est que
on n'a pas forcément le lien, tu vois, hyper fort. Voilà, donc tout ce procédé-là, il était aussi assez particulier parce que il s'est fait vachement en rupture, en fait, c'est pas en rupture, mais on n'avait pas, nous, avec ma grande sœur, les informations directes de comment quelle cousine avait fait quoi en Allemagne, comment toutes ces informations sont arrivées, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt. Donc, non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il n'y a pas de raison de se sentir coupable ou quoi que ce soit parce que c'est de la génétique. Donc, en fait, elle l'a aussi eu de sa mère. Sa mère, elle l'a probablement eu de sa mère. Puis maintenant qu'ils ont reconstruit l'arbre généalogique, tu vois vraiment que dans les frères et sœurs de ma grand-mère, ils ont tous été touchés par le cancer. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a aucune culpabilité. C'est juste pas de bol, quoi. Et il y a des mutations qui sont comparables à celle-ci? Parce que il me semble, Angelina Jolie avait été touchée aussi du cancer du sein. Oui, alors je crois qu'elle n'a pas eu le cancer. Ou elle n'a pas eu. Ou elle avait des prédispositions aussi. Ouais, c'est ça. Il y a quelques années, mais ça avait fait pas mal le buzz, en fait. Je crois que c'était une des premières célébrités à avoir dit officiellement qu'elle avait fait donc, la mastectomie préventive. Donc, c'est vraiment une opération où ils t'enlèvent en fait la glande mammaire et ils te reconstruisent avec des prothèses une poitrine. Et elle avait annoncé avoir fait ça parce que les médecins lui avaient dit que elle avait une mutation génétique qui la prédisposait hautement au cancer du sein. Et cette prédisposition, c'est le BRCA. Tu as le 1 et le 2. Je ne sais pas lequel elle avait, mais voilà. Donc, les médecins disent que c'est une mutation cousine du PALB2. Et le PALB2, donc celle que moi j'ai, elle a été découverte quand même bien plus tard. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon diagnostic, les médecins m'ont dit que ça faisait que 4-5 ans que cette mutation avait été découverte. Alors que le BRCA, tu vois, ça datait de... je sais pas exactement quand même. Et donc, ça veut dire que maintenant, tu sais que tu as ça. Ton mode de vie, comme tu l'as changé. Mais la finalité, c'est quoi? Ou le mode, on va dire, à quelle fréquence tu dois être contrôlé aujourd'hui? Alors, en fait, il y avait plusieurs choses. Quand ils m'ont annoncé donc, le diagnostic, ils m'ont aussi annoncé qu'en fait, on a quand même de la chance dans notre malchance parce que comme c'est un cancer du sein, en fait, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Et déjà, c'est un des cancers qui se détecte le mieux comparé à... qui se soigne le mieux aussi, non? Qui se soigne le mieux de nos jours, Tu as beaucoup de chance, en fait, de t'en sortir. Et puis surtout que c'est un des rares... Enfin, c'est rare quand même pour un cancer de pouvoir faire carrément une opération qui te permet de vraiment réduire tes risques. D'accord. Et donc l'opération, c'est celle qu'on disait que Angelina Jolie a fait, donc l'ablation. Et moi, honnêtement, pour te dire, ce qui s'est passé, c'est que quand tu vas faire la prise de sang avant, quand tu vas faire ton test génétique, tu sais pourquoi tu vas te faire tester, parce que ta mère, il cherche un truc en particulier. Et donc moi, je savais à ce moment-là, il m'avait déjà expliqué les médecins que la possibilité, si j'étais positive, c'était de faire l'ablation. Et pour moi, c'était clair. J'étais sûre que je l'avais. Ah, t'étais sûre? Ah, certaine. Parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, pourquoi encourir le risque de potentiellement devoir vivre un cancer, chimio, etc. Enfin, c'est quand même des séquelles assez lourdes, quoi. Clair. Potentiellement pendant que tu as des enfants en bas âge aussi, tu vois, clair. donc ultra chaud. Et puis surtout, surtout non, mais il y a aussi des chances d'en mourir. Enfin, faut pas oublier ce truc-là, c'est quand même un... T'as encore des femmes aujourd'hui qui meurent du cancer du sein, même si c'est hyper bien traité et qu'on a beaucoup avancé depuis 25-30 ans, c'est quand même, dans certains cas, impossible de t'en remettre. Mais c'est à ça qu'on pense directement quand on nous annonce le résultat? Moi, j'y avais pensé avant le résultat, du coup. Mais au moment... T'avais déjà pensé à la mort avant même le résultat? J'avais déjà pensé, pas comme ça, mais j'avais déjà pensé vraiment à... Ok, donc si c'est positif, je vais vivre dans la crainte de mourir d'un cancer, genre à 30 ans, quoi. Oui, honnêtement. Après, je sais pas si c'est tout le monde qui pense comme ça, mais moi, oui. T'es un peu anxieuse de... Ouais, ça, clairement, ça me travaille. Et ta sœur, elle le vit comment? Ou elle l'a vécu comment à ce moment-là, quand on lui a dit pour elle? Alors, elle est un peu différente de moi là-dessus. Je pense que peut-être un peu moins angoissée de ces trucs-là, de la maladie qui travaille et Je pense un peu moins. Par contre, elle avait aussi, comme moi, elle était un peu partie aussi avec l'idée que si elle était positive, elle faisait l'opération. Et puis, on était vachement liés, en fait, dans ce truc-là. Vous êtes soutenus? Ah ouais, à fond. On est très proches, on se voit hyper régulièrement. Et puis, du coup, ce truc-là, c'était encore un truc un lien qui vous rapprochait. Et, mais par contre, elle,
Par la suite, en fait, si tu veux, ce qu'on a appris plus tard, parce que bon, une fois que tu as le diagnostic positif, ok, on reparle du coup d'opération, on était à fond dedans, et puis ensuite, c'est genre, oui, alors si jamais, toutes les choses à savoir sur l'opération. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'opération? Ouais, il y en a un petit paquet. Le premier truc, et le truc où c'était quand même une claque dans la gueule, pardon, une claque. Tu peux y aller. Okay. Tu peux y aller. Pour ma sœur et pour moi aussi, c'est le fait qu'en fait, il t'enlève la glande mammaire, quasiment 90% de ta glande mammaire, ce qui veut dire en fait que tu n'as plus la capacité d'allaiter ton enfant. Parce que en fait, ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que cette opération, c'est la même chose que te faire poser des implants. D'accord, c'est pas la chirurgie esthétique, quoi. Pas du tout. Déjà, c'est de la chirurgie quand même assez lourde. Mm-hmm. Ça te laisse des cicatrices assez... Voilà. D'accord. Et puis, surtout, ouais, comment dire, ça va vraiment changer, en fait, ton aspect physique. Ils t'enlèvent ce que tu as naturellement, donc la forme de ton sein, etc. Et puis ensuite, ils te mettent une prothèse, mais pour qu'elle tienne, ils doivent la glisser sous le muscle. Donc, tu n'auras plus forcément la même poitrine que tu avais plus du tout. Au niveau du volume. Sûr. Alors déjà, volume, ça c'est encore un autre chapitre. Mais déjà, en fait, l'aspect physique, ça change. D'accord. Donc ça, c'est quand même un truc que, tu vois... C'est sûr, c'est dur à accepter. C'est compliqué à accepter, ouais. C'est clair. Puis après, pour ma sœur, c'était vachement difficile d'accepter ce truc de plus pouvoir allaiter. Parce que, après, ça dépend des femmes, hein, mais pour elle, en tout cas, c'était hyper important. Elle voulait la vie d'avoir cette connexion avec son enfant. Ouais, clairement. Et puis, après, moi, je sais qu'un des trucs qui m'a posé vachement de problème, c'est que au tout début, j'ai eu des discussions avec des médecins et puis ils m'avaient dit oui, alors bon, ça va changer l'aspect de ton sein, etc. Mais bon, après, on peut rattraper avec la chirurgie esthétique. Et moi, je me suis dit, je vais voir le côté positif. Je me fais opérer. Je vais me faire des seins un petit peu plus gros parce que j'ai une petite poitrine. Pourquoi pas tu vois, tant qu'à faire, autant tirer le positif de cette affaire, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, en discutant avec des plasticiens, ils m'ont expliqué que ça marchait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'est pas comme justement juste un implant. Totalement. Et en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est si tu as une petite poitrine et avec en gros, pas beaucoup de capacité d'étirer la peau, ce qui est mon cas, puisque j'ai la peau assez ferme, et du coup, potentiellement, le bonnet qu'on va pouvoir te mettre à l'intérieur devrait être encore plus petit que ce que tu as actuellement. Et ça, je me souviens que ça, c'était un moment difficile. Difficile à accepter. Hein. Ouais, parce que, ok, d'accord, tu sais que pour ton bien-être, tu vas te faire enlever les seins, etc., ton physique va changer, mais tu vois un peu des petits trucs positifs dans l'histoire. Totalement. Et là, on t'enlève vraiment tous les trucs positifs, quoi. Genre, bam, 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 il n'y avait plus rien de cool dans l'affaire, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit alors ? Là, franchement, c'était méga remise en question. Est-ce que franchement, je suis prête pour cette opération ? Est-ce que vraiment j'ai considéré En fait, j'avais pas pris vraiment en compte qu'à un moment donné, j'allais devoir accepter un nouveau corps. Et c'est seulement au moment où on m'a dit « Mais c'est pas ce que tu as en tête. C'est pas je vais avoir des nouveaux seins et puis c'est bon, tout ira bien. » Non, en fait, ça risque de vraiment changer. Tu risques de pas accepter ce changement. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à voir le truc totalement différemment. Et puis c'était... Ouais, comme je te dis, il y avait plus d'aspect positif et j'avais plus envie de le faire. J'avais plus envie de foncer dedans en me disant je veux juste me faire opérer. Donc mais est-ce que genre la maladie te faisait moins peur à ce moment-là ? Ouais, là, je pense que les conséquences de l'opération ont commencé à prendre un petit peu le dessus. Ouais, ça a commencé à pas mal me travailler. Mais parallèlement à ça, il y avait de toute façon ce qui s'est passé entre le groupe médical qui nous accompagnait et les assurances. Donc ça a commencé. C'était en mars, sauf erreur. En fait, c'est assez drôle. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu le diagnostic donc en janvier. Et je crois qu'en mars, on a eu un rendez-vous pour parler avec notre gynéco de l'opération, machin. Et le gynéco, ça a toujours été la même ? Ou le suivi que vous avez eu pendant ce processus, c'est toujours été la même personne qui vous a dit « Ok, c'est la marche à suivre » ou il y a eu des rebondissements, quelqu'un qui a découvert quelque chose et qui vous a dit « Non, faut faire attention à ce genre de choses » ou ça a toujours été un suivi familial de longue durée ? Alors, nous, on avait, avec ma sœur, on avait le même staff de médecins. Dans le sens, on était suivis... Je ne sais pas si je peux vraiment dire où, mais bref, on côtoyait la même gynécologue, etc., qui est encore ma gynécologue aujourd'hui, même si elle est partie de cet endroit-là. Mais en fait, ce qui se passe simplement, c'est que c'est un peu tout décousu, tu vois. Comme ça touche à la fois de la gynécologie, de la chirurgie esthétique, pour l'opération aussi anesthésiste, en fait, tu finis par... il t'envoie d'un côté, il t'envoie de l'autre, puis toi, tu rencontres un peu tous les gens. Puis parallèlement à ça, beaucoup de gens me disaient ouais, mais tu devrais avoir un avis secondaire. Là, dans le privé, il y a telle experte de l'opération que tu devrais lui parler. Donc, toutes ces informations, toutes ces données, puis au final,
Bah, tu vois 50 000 médecins et puis en fait, c'est juste que tout ça, ça n'a pas pu avoir lieu parce que Assura a décidé que ça n'aurait pas lieu pour ma sœur et moi, que en fait, pour eux, la prise en charge de cette opération, voilà, ils la financeraient pas, quoi. Et pourquoi? Alors, ils ont cité dans un de leurs courriers de refus, parce que ça a vraiment été une bataille entre les médecins qui réécrivaient des lettres, Assura qui refusait. Vous aviez le soutien des médecins par rapport à vos prédispositions qui étaient légitimes pour avoir une opération, pour eux. Bah, non seulement on avait le soutien, mais pour eux, c'était... Mais même à ce jour, ils le disent encore, c'est un des trucs les plus scandaleux qu'ils ont jamais entendus, quoi. D'accord. En fait, si tu veux, dans la loi en Suisse, si tu es atteinte de la mutation génétique BRCA, oui. Celle qu'on disait, voilà, l'assurance de base est obligée de prendre en charge ton opération préventive. D'accord. Moi, j'ai une mutation cousine qui comporte grosso modo les mêmes risques. Ouais. C'est la même merde. Tout à fait. Mais elle n'est pas citée dans la loi. Donc, parce qu'elle n'est pas citée dans la loi, mais que la cousine y est, tu n'as pas le droit au traitement. En gros, c'est ça. En fait, les assurances en Suisse, comme c'est du privé, ils peuvent, hormis si la loi a écrit un truc noir sur blanc, c'est à leur bon vouloir. Donc, il y a des assurances. Par exemple, moi, j'ai eu écho d'une assurance dans un autre canton qui a pris en charge l'opération de 3 sœurs. D'accord. Il y en a visiblement d'autres aussi ici à Lausanne. Enfin, bref. Partout en Suisse, il y a des femmes qui ont ce PALB2. Et qui n'étaient pas encore atteintes. Qui n'étaient pas... Ouais, de manière préventive. Okay, préventive. Ouais. Et qui ont pu avoir cette opération. Sauf que, nous, Assura a décidé d'aller dans l'autre sens et de dire, non, on ne prendra pas en charge cette opération pour ces 2 sœurs, quoi. Ce qui veut aussi dire, et c'est ça le truc assez tordu, c'est que ce qu'ils sont en train de dire, c'est on ne veut pas payer l'opération de prévention, mais par contre, on sait très bien que si là, demain, elle développe un cancer, on payera les traitements, qui sont 10 fois plus chers. Et le pire, c'est quand tu sais que si tu as eu un cancer, et ensuite, l'ablation de la poitrine, là, c'est totalement pris en charge. Ce qui a été le cas de ma mère. Donc, elle a fait l'opération, elle a fait l'ablation il y a 6 mois en arrière. 100% pris en charge parce qu'elle a eu 2 cancers. Et donc, aujourd'hui, tu es toujours en mode de réflexion par rapport à tout ce qu'on t'a dit au niveau de l'opération, ou tu veux vraiment aller de l'avant et tu es en bagarre avec les assurances? Non, alors en fait, on a dû faire un peu différemment. Parce que tu peux te bagarrer avec les assurances, mais honnêtement, c'est une perte de temps. Tu gagnes rien, en fait. T'es un pion, tu vois. Totalement. Et ce que j'ai fait au début, comme justement j'avais le temps, j'étais entre 2 boulots, j'ai contacté plein de gens, jusqu'à l'OFSP, machin, pour savoir comment faire pour déposer un dossier. Il y a un groupe de recherche qui peut déposer des dossiers, machin, pour que ça devienne dans la loi, mais ça prendrait super beaucoup de temps, machin. Moi, je me disais, très bien, il faut commencer le truc, ça prendra du temps, ça sera pour mes enfants. Mais en fait, au bout d'un moment, on a parlé à quelqu'un qui nous a dit, non mais voilà la réalité, en fait, je suis désolée de vous dire ça, mais comparé au BRCA, le PALB2, ça touche beaucoup, beaucoup moins de gens. Ils estiment que ça touche moins de 1% de la population. Donc c'est très très rare, en fait. C'est hyper rare. Donc ils connaissent pas forcément leur sujet à ce niveau-là. Déjà ça, puis aussi, ils disent que c'est hyper rare, mais tu connais beaucoup de gens autour de toi qui se font tester pour de la génétique quand il y a des cancers dans la famille. C'est pas du tout une pratique commune. C'est clair. Donc, il y a peu de gens qui se font tester. Donc, du coup, ça reste hyper rare. On n'a pas de statistiques pour faire évoluer le truc. Et en fait, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que pour les assurances, ça deviendrait uniquement intéressant de commencer à prendre en charge l'opération préventive si ça touchait un grand groupe de personnes. Tout à fait. Parce que eux, ils s'en fichent, en fait, pour eux, ça n'a pas d'impact de se dire, 2 personnes, on paye l'opération plutôt que de payer le traitement du cancer derrière. Ils réfléchissent pas à l'échelle de 2 personnes. Même si finalement, ça leur reviendrait moins cher, mais on n'est pas sur des montants que eux ils considèrent. Donc, si ça commençait à toucher, j'en sais rien, 5000 personnes, là, on commencerait un petit peu à discuter, quoi. Ouais, totalement. C'est assez fou, quand même. Ouais. Et est-ce que le moment où, justement, parce que c'était quoi, en 2020 que vous vouliez faire l'opération? Ouais, début 2020. En plein Covid. Exact. Et donc, comment c'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que vous vouliez faire l'opération, vous étiez prête. Ouais. Et Shutdown total. Shutdown total. Ouais. Vous êtes traité comment? Honnêtement, nous, c'était pas... Comment dire? Déjà, toute l'équipe des médecins avec qui on interagissait à ce moment-là, ils étaient vraiment cool. D'accord. Et puis,
bah, ils allaient tous dans l'autre sens. Mais forcément, du coup, c'est quoi, ça a commencé en mars à peu près, C'est ça, ouais. le gros moment de crise. Bah là, l'hôpital avait d'autres priorités. Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est que nous, à ce moment-là, ils avaient déjà agendé une date d'opération. On devait se faire opérer, bon, je sais plus, mais genre 2 mois après, un truc comme ça. Et on avait un rendez-vous avec l'anesthésiste général, donc pour le rencontrer avant l'opération. Et puis, du coup, on n'a pas pu faire ce rendez-vous, parce que lui, forcément, il était un peu occupé. Et puis, ils ont donc annulé ou, disons, reporté l'opération, mais il n'y a pas eu de date refixée. Et en fait, ce qui était bien, c'est que je pense qu'on a voulu aller hyper vite, sans forcément avoir digéré l'information correctement. Et ce temps-là, un peu grâce au Covid, a fait que on a... Tu vois, je pense quand il y a un staff médical autour de toi qui est là, OK, donc rendez-vous, non, opération, bah tu suis un peu le mouvement, tu leur fais vachement confiance. Tout à fait. Et là, grâce au Covid, en quelque sorte, bah, ça a obligé que ma sœur et moi, on prenne le temps chacune de notre côté pour vraiment réfléchir et puis macérer vraiment l'information, ce qui n'est pas ultra agréable, on ne va pas se voiler la face. C'est clair. Pas envie d'être laissée seule à réfléchir à tout ça pendant des mois. Mais là où c'était bien, c'est que ouais, c'était le seul moment où on a pu vraiment se poser. Puis au final, bah, quelques mois plus tard, en juillet, les deux, on s'est rendu compte qu'on changeait un peu d'avis et qu'on ne voulait plus forcément se démerder pour trouver l'argent pour payer l'opération nous-mêmes, comme on avait prévu de faire après tous les refus de l'assurance. Ça aussi, c'est un point important. Combien coûte une opération comme ça, alors, si aujourd'hui tu devais payer de ta poche et de ta sœur aussi? Bah, ils ont beaucoup de mal à faire une estimation pile poil. Pourquoi? Ça, franchement, moi, c'est toujours des trucs où c'est pas hyper clair. Mais de ce que j'ai compris, en fait, tous les médecins et l'administration, etc., ils ont pas pour habitude de regarder les chiffres des opérations quand c'est des gros machins comme ça. Eux, en fait, ils font l'opération. Je pense que c'est un nombre d'heures de bloc, machin. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça va direct à l'assurance. Et puis basta. C'est l'automatisme. C'est des choses qui sont... C'est ça. D'accord. Et là, du coup, quand nous, on a eu les 3 refus de l'assurance, on a commencé à dire, bon, bah, OK, on parle de combien? Parce que j'aimerais savoir si je peux le payer, si je peux me le payer moi-même. Donc, on a eu des sortes de chiffres. Dans le public, en gros, ils disaient qu'il fallait compter entre 25, ouais, je crois que c'était entre 22, 25 et puis certains un peu plus, 25 000, hein, pas juste 25 francs. 25 000 francs pour l'opération. Et après ça, en fait, une fois qu'ils t'ont fait la reconstruction, etc., il fallait compter encore, ils estimaient entre 5 à 10 séances de lipofilling. Qu'est-ce que le lipofilling? Lipofilling, en gros, c'est aussi un truc esthétique où ils te prennent en fait de la graisse ailleurs dans ton corps et ils l'injectent dans les parties où il faut l'injecter. D'accord. Et c'est esthétique, mais il y a aussi d'autres raisons qui sont... bah ça, c'est en fait lié... comment t'expliquer? En fait, quand tu as fait cette opération, ta peau, elle est quasiment à même... l'implant. D'accord. Et du coup, le but, je crois que c'est de rajouter un peu de la matière graisseuse pour ne pas avoir la sensation vraiment de contact de la peau, ce qui est assez bizarre au toucher, mais ce qui fait aussi que du coup, ta peau, elle est toujours assez froide et elle n'est pas de la même chaleur corporelle que le reste de ton corps. Voilà, en fait, tu as besoin de ton gras pour maintenir une espèce de... Et physiquement, et apparemment, en termes de sensation, que ça s'égalise un peu. Puis, donc voilà, ces séances de lipofilling, ils disaient que c'était plusieurs milliers de francs par séance. Donc, je sais plus, je crois. Et t'en as besoin de combien? Ils estimaient entre, qu'est-ce qu'ils m'avaient dit? Entre 5 et 10. Ça dépendait des gens. Ok. Et puis, donc, on parle de, je crois que c'était 2 ou 3 000 francs par séance de lipofilling. Par séance? Ouais, un truc comme ça. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça. Voilà. Ok. Et après, il faut aussi prendre en compte que si tu payes l'opération toi-même, enfin, peu importe, mais 10 ans après, il faut changer les prothèses. 10 ans après, il faut rechanger les prothèses. C'est un processus sur 10 ans que tu dois changer à chaque fois ces opérations. Bah, tu dois changer juste la prothèse. Donc, c'est pas l'opération qui coûte 25 000 francs, c'est moins cher, mais ça reste... Enfin, tu vois, en fait, et le calcul... l'assurance ne prendrait pas en compte ça? Bah non. Parce que tu aurais payé de ta poche. Bah ouais. Si tu as commencé par payer de ta poche, après, tu peux toujours essayer, mais bah, c'est clair. Mais comme de toute façon, ils prenaient rien en charge, on était obligés de commencer à considérer ça. Et puis, tu vois, ça commence à faire... Enfin, t'accumules. Hein. Donc, 25 000, quelques séances de lipofilling. Je sais pas combien c'est quand tu changes les prothèses, mais sur l'ensemble de ta vie, il faut prévoir un budget de, j'en sais rien, 60 80 000 francs. Et est-ce que si t'avais pas le choix, tu l'aurais fait? Bah moi, avec ma sœur, ouais, on a commencé à demander autour de nous dans la famille qui pouvait nous aider. Ouais. Et on a eu
En tout cas, pour la partie opération, là, tout de suite, les 25 000. Et on a eu des personnes qui ont dit, ouais, OK, on file l'argent et puis on vous aide. Et puis après, justement, il y a eu ce moment en juillet où on s'est dit, mais en fait, tu sais, c'est lourd quand même d'emprunter. Enfin, c'est même pas emprunter, il y a même un don aussi important, financier de la part de quelqu'un de ta famille, mais aussi juste de te dire, ça se trouve, moi, j'emprunte 25 000 balles ou on me file 25 000 balles pour payer cette opération et ça se trouve, dans 5 ans, l'assurance change d'avis et dit, ouais, on prend en charge l'opération. Et puis, tu vois, je pense que ça, le regret que tu as... Donc, on n'arrivait pas, en fait, à se dire, ouais, on y va, à se décider sur ce niveau-là. C'était trop dur de juste y aller, quoi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, c'est vraiment une bagarre constante pour essayer d'avoir raison de l'assurance? Non, on a dû arrêter parce que en fait, c'est juste épuisant et puis émotionnellement, c'est hyper dur, quoi. Ouais, d'ailleurs, psychologiquement, et t'as du soutien? Tu en parles à quelqu'un d'extérieur parce que c'est quelque chose qui, je pense, qui pèse quand même. T'as ta sœur, comme tu l'as bien expliqué au début. Ouais. Mais est-ce qu'on va quand même essayer d'en parler à l'extérieur, de faire connaître aussi cette mutation? Est-ce qu'on échange avec des gens sur Facebook ou sur d'autres plateformes pour essayer de recevoir un petit peu de soutien ou de prévenir, de faire de la prévention? Ouais, moi, au début, c'était ce que je voulais faire. Et puis, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes plus internationaux, en fait, mais qui regroupent, tu vois, le BRCA, d'autres mutations génétiques aussi. Et puis, plein de femmes qui racontent à la fois la lutte avec le cancer du sein, mais aussi beaucoup l'opération, même l'opération préventive pour certaines d'entre elles. Et c'est hyper riche en termes d'histoire. Mais ça te glace le sang quand tu as 30 ans et puis que tu commences à accepter l'idée que tu as ce diagnostic. C'est clair. C'est vachement difficile de regarder ça, de voir toutes ces photos d'opération. Enfin, ouais, il faut quand même s'accrocher et te dire, OK, je vais devoir traverser ça. À ce moment-là, c'était pas possible. Moi, ça me faisait vraiment plus bader qu'autre chose. Et puis, je pense que j'avais besoin un peu de couper un moment avec ça. Distance, ouais. Et puis, attends, redis-moi Après, je disais juste par rapport au fait que, au niveau justement de faire connaître la maladie, mais aussi du côté psychologique. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose où on a fait appel à un psy ou des choses comme ça? Est-ce qu'on partage plus au niveau émotionnel ce qu'on ressent dans la vie de tous les jours? Moi, j'ai pas été voir un psy à ce moment-là pour ça. J'ai beaucoup partagé forcément avec mon copain. Lui qui était aussi forcément hyper lié à toute cette histoire. Et puis j'ai partagé avec mon entourage, tu vois, mes amis. Mais honnêtement, les trucs comme ça, tu sais, tu peux partager, OK, mais vraiment la seule personne qui comprend, c'est ma sœur, quoi. Totalement. Parce qu'ils ne vivent pas la même chose. Ouais. C'est un truc... C'est abstrait, en fait. Et puis même quand tu essayes d'expliquer, je pense que c'est impossible de faire comprendre, même à mes meilleurs amis, ce que c'est ce suivi médical, la pensée constante à chaque fois que tu vas faire une palpation, un IRM. Putain, ça va être quoi le résultat? Ça, c'est impossible de l'expliquer. Parce qu'à chaque fois, t'es dans l'inconnu, en fait. Ouais. Et ça peut changer du jour au lendemain? Ah à chaque fois que tu vas faire un test, on ne sait jamais ce qu'il y a demain. Et la fréquence du test, c'est quoi la fréquence? Alors, pour l'instant, à mon âge, c'est encore totalement acceptable. Je dois faire un IRM par année, une échographie des seins par année, et puis des palpations assez régulières avec une gynécologue. Donc, ce qui est, en soi, ça va. C'est pas la mer à boire. C'est juste qu'il faut prendre en compte que c'est sur ton emploi du temps par rapport au boulot, parce que tu peux pas choisir tes rendez-vous. Donc, par rapport au boulot, il faut qu'il soit assez malléable par rapport à ça. Parce que c'est des allers-retours à l'hôpital, quoi. D'ailleurs, pour ça que tu as choisi un boulot qui te laissait la possibilité de le faire. Ouais. Enfin, en tout cas, qui sont compréhensifs. Qui sont compréhensibles par rapport à ça, totalement. Et ton copain dans tout ça, comment il vit la chose? Là, tu vois, ça fait quand même... ça fait plus ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai eu ce diagnostic. Mais au début, c'était dur. Et puis, je sais que... En fait, je pense... J'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Mais clair. Je me mets à sa place et je pense que ça doit être vachement difficile parce que tu sais pas quoi dire, en fait. Tu sais pas si tu vas dire quelque chose et tu vas potentiellement mettre les pieds dans le plat. Tu sais pas si tu vas dire quelque chose et puis tu vas créer une inquiétude chez la personne qui est... C'est clair. Donc, je voyais qu'il était un peu hésitant de s'exprimer totalement. Et franchement, je le comprends. Je pense que j'aurais été pareil à sa place. Maintenant, c'est un truc... voilà, ça fait plus d'1 an et demi. On est un peu... on vit avec ça. Il sait que je fais mes tests régulièrement, etc. Et on en parle. Et puis, on a beaucoup parlé de... En fait, lui, il est avocat. D'accord.
Donc, pour tout ce qui était la lutte avec les assurances et la partie, quand ils se sont appuyés sur des articles de loi, etc., c'était aussi vachement pratique d'avoir son regard là-dessus. Même si au final, son regard, il était... Enfin, tu vois, il n'y a pas d'autre truc à chercher, quoi. L'assurance fait ce qu'elle veut faire, quoi. Donc, mais c'était bien d'avoir aussi son regard sur... OK, comment ça peut se passer, comment on peut essayer de lutter contre ça. Et puis, malheureusement, dans ce cas-là, on n'avait pas beaucoup d'armes de notre côté, mais c'était pratique. Non, c'était cool. Puis, en fait, ma sœur, son mari, moi et puis mon copain, on est quand même assez, tu vois, on se voit beaucoup, voilà, on est proches. Puis c'est vrai que on a eu plusieurs fois des discussions un peu, je sais pas, c'est pas forcément tous ensemble, mais du coup, c'est quand même un truc, c'est cool de pouvoir un peu partager. Mais comme je te dis, il y a quand même une partie où tu es seul, quoi. Totalement. Ouais. Et donc, tous ces litiges avec les assurances, les va-et-vient, aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, c'est quoi le but? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, on a lâché l'affaire. Comme je te disais, ça devenait impossible à gérer. Et on a vu une conseillère en assurance qui était vachement touchée par notre histoire pour des raisons personnelles. Enfin, elle a eu des cas de cancer. Son histoire personnelle faisait qu'elle était très touchée par notre histoire à nous. Et du coup, elle s'est démenée pour nous aider, pour nous trouver des solutions, machin. Et on a réussi, du coup, à changer d'assurance en début d'année 2021. D'accord. Ce que je pensais qui était inespéré. Enfin, tu vois, pour moi, c'était OK, donc maintenant que tu sais que tu as quelque chose, plus personne va te prendre. Ça marche comme ça. Totalement. Ça, c'est pour les complémentaires. Mais pour l'assurance de base, de toute façon, ils sont obligés de t'accepter dans n'importe quelle assurance. Enfin, tu peux changer chaque année si tu veux. Mais maintenant, moi, j'avais aussi envie de prendre des complémentaires qui prendraient, par exemple, en charge l'immunothérapie si jamais je devais avoir un cancer. Tu vois, je commençais à réfléchir aussi vachement comme ça. Ouais, totalement. Ah oui, parce que tu sais là où tu commences à avoir... Enfin, tu sais là où tu as des prédispositions. Donc, forcément, si tu dois choisir une assurance, tu dois miser là-dessus, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup, ça, elle nous a pas mal aidés. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à changer d'assurance. J'ai réussi à avoir les complémentaires que je voulais. Et en fait, c'est assez particulier. Tu sais, quand tu changes d'assurance et que tu demandes des complémentaires, en gros, tu postules. Ouais. Et puis, comme je te disais, si tu as un problème de santé, ils peuvent soit te dire non, tu n'as pas la complémentaire, ou ils peuvent te dire aussi on met des réserves là-dessus. Donc, en l'occurrence, pour moi, complémentaire pour tout, mais les seins, non. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose, tu vois. Totalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en en remplissant les formulaires, on s'est rendu compte qu'ils ne posaient pas les bonnes questions. Et du coup, techniquement, on n'a jamais eu besoin de mentir. Parce que si tu mens sur un formulaire d'assurance, là, c'est critique. C'est clair. Donc, on n'a jamais menti. Et puis, on a été assez transparent sur tout le reste. Ils ont pu contacter les médecins, etc. Mais en fait, ils ne posent pas cette question-là. Ce qui était un peu le bon truc. En fait, ils te demandent, est-ce que vous avez déjà eu un... En gros, c'est pas vraiment ça la question. Est-ce que vous avez déjà eu un cancer du sein? Non. Non. Est-ce que vous avez un cancer du sein? Non. Non. Tu vois? Ah, c'est fou quand même. Et puis, du coup, en fait, j'ai clairement jamais menti, parce que ça, forcément, la conseillère, elle était là, c'est mort, tu peux pas mentir là, c'est trop de risques. Et puis, du coup, on a pu changer d'assurance. Dieu merci. Parce que qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un mensonge qui serait découvert? Si tu mens et par exemple tu dis non, j'ai pas de cancer, et puis ils découvrent, tu vois, 3 mois plus tard, ils reçoivent des factures pour des traitements de chimio, Dieu sait quoi, ils vont simplement te dire non mais ciao, non seulement on prend pas en charge, mais on revient sur la police d'assurance et puis, enfin c'est que pour les complémentaires, mais on revient sur ça et puis on met des réserves ici ou on stoppe la complémentaire, voilà. Mais après, quand même pas prendre. Ouais, clairement. Enfin. Tu prends surtout le risque que ça finisse par te retomber dessus. Donc Totalement. Et donc, du coup, on a changé d'assurance. Et après, là, c'est devenu un peu... ça fait une petite danse où tu trottines un peu pendant quelques mois parce que tu es là, OK, donc, techniquement, ils nous ont pas posé la question. Donc, on n'a pas dit qu'on avait une mutation génétique, etc. Mais on est en janvier, on doit aller faire un IRM. Un IRM, c'est quand même 900, 1000 balles. La facture va arriver, je vais devoir l'envoyer à mon assurance. Qu'est-ce qu'ils vont dire, Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi? Exact. Puis après, il y a aussi l'échographie qui va arriver, puis il y a des palpations tous les 2-3 mois. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir qu'on a un suivi aussi accru? Ouais. Mm-hmm. Et puis, ça n'a pas loupé. Hein. Ils ont commencé à poser des questions à la gynécologue de ma sœur. Forcément.
ils sont pas cons. Ils sont au contrôle, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est clair. Donc là, on sait pas exactement où ils se situent par rapport à ça. D'accord. Après, je te cache pas que on a aussi pris on a été orienté vers une assurance qui est connue pour être beaucoup plus de qualité et compréhensive sur ce genre de choses. Moi, j'ai aussi appris que, alors je sais pas si j'ai déjà dit le nom de l'assurance chez qui j'étais avant, je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, mais en gros, c'est l'assurance que tout le monde a, la moins chère, la basique, voilà, que tout le monde a en Suisse, en tout cas dans la partie suisse romande. Totalement. Très clairement, ils ont des comportements par rapport à tout ce qui est gynécologie, etc. Enfin, moi, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles je partage cette histoire, c'est pour que les femmes qui n'ont pas encore de soucis partent de cette assurance. Parce que, franchement, t'as des assurances moins chères dans d'autres cantons qui ont pris en charge l'opération, qui ont fait tous les suivis pris en charge. Mais là, pour moi, c'est vraiment très spécifique à eux. Et les conseils que j'ai eus des conseillers en assurance, ils ont un peu tous dit « Ouais, mais c'est pas étonnant, vu chez qui t'étais. » Et tu as le droit de donner le nom de cette assurance? Bah, je pense, franchement, je vois pas... On a le droit de donner le nom, non? C'est Assura. Assura. Ouais. Ok. Bon, pour moi, c'est le diable en personne. Hein. C'est vrai? Ouais, bah, d'ailleurs, je te raconterai après une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Ça m'a bien fait sourire. Mais Pourquoi ouais, tu veux pas la raconter maintenant? Ça m'intéresse. Bah, si tu veux, en gros, donc il y a eu toute cette bataille avec les assurances, comme je t'expliquais. Et il y a 3 semaines, 1 mois, j'étais au boulot. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai donc changé toutes mes assurances maintenant. Et tu sais, les complémentaires, elles sont sur 5 ans et tu peux pas les arrêter en cours de route. Donc j'ai encore une vieille complémentaire, Que voilà, que je paye tous les mois. Et jusqu'à ce que je puisse me casser définitivement. Et puis, ils m'appellent il y a quelques semaines et puis ils me disent « Oui, bonjour, nanana, chez Assura, on a remarqué que vous avez changé toutes vos polices d'assurance. On voulait savoir si vous étiez satisfaite. » Oh putain. Ah ouais. Et alors? Alors, je suis descendue dans le local du bas, dans mes bureaux. Et puis là, j'ai juste dit « Mais attendez, vous regardez les dossiers des patients avant de commencer à appeler les gens pour un questionnaire de satisfaction ?» Puis du coup, je lui ai raconté l'histoire. Je sais que lui, le gars qui m'appelle, il est pour rien. Et je lui ai dit, bien sûr, c'est pas vous. C'est clair. Mais juste, c'est ridicule. Et je lui ai dit, pour moi, Assura, c'est le diable en personne. Vous prenez mon numéro, vous le rayez. Et je lui ai dit, juste que vous sachiez, depuis qu'il m'est arrivé ça, je le dis à tout le monde autour de moi. Je conseille, en tout cas à toutes les femmes, de se barrer de chez vous. Enfin, à mon avis, je dois pas être la seule à lui dire ça. Hein. Il était stoïque, il était là, oui, je comprends, ça doit pas être facile. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est fou quand même que, après, comme je dis, moi je suis pas dans ce domaine-là, mais que on prête si peu d'attention aux patients en fait, et que ce soit juste en fait une globalité. Mais je pense pour les assurances, on n'est pas des patients, hein. Déjà on est des clients. Exactement, on est juste des clients en plus. Et puis on est obligé d'être affilié à une assurance. Tu sais comment c'est quand tu es domicilié en Suisse, au bout de 3 mois ils t'en filent une. Et il y a beaucoup de bien aussi, hein. Il y a beaucoup de positifs. Bien sûr. C'est clair. C'est clair. Et puis aussi, mais enfin la partie positive, honnêtement, pour moi, à ce stade, mais après ça me regarde, c'est plus du côté purement médical et des soins, etc. Les assurances, en Suisse, pour moi, si t'es pas dans les assurances plus chères de qualité, franchement, le nombre d'histoires que t'entends, mais c'est juste n'importe quoi, ça devrait pas être privé. Moi, j'ai vécu en France et j'ai vécu en Angleterre. En Angleterre, tu sais, il y a c'est une caisse, enfin, comment c'est la NHS, quoi. Totalement. Mais... Pour moi, c'est beaucoup plus logique. Alors, je comprends bien que financièrement, c'est pas possible, que ça crée beaucoup de dettes, etc. Tout ça, j'ai bien compris. Mais franchement, d'un point de vue purement humain, quand tu as vécu ce que j'ai vécu, tu te dis, mais comment est-ce que je peux payer des centaines de francs tous les mois et le seul jour où j'ai eu besoin qu'ils payent un truc, au final, qui n'est même pas à la hauteur de tout ce qui a été payé pour moi en termes d'assurance maladie depuis le début de ma vie, bah là, tout d'un coup, c'est genre, dégage, on ne veut pas te voir, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et j'ai envie de te poser la petite dernière question. Au niveau, on faisait allusion un petit peu aux enfants tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est une pression pour toi? Ouais, ça. Maintenant, ça va, j'ai un peu digéré, mais c'est sûr que. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a, comme je te dis, le truc de l'allaitement. Mais il y a aussi, en fait, le facteur que les cancers du sein, ils sont hormonodépendants. Donc, on nous a un peu expliqué que si tu veux, si tu es enceinte, pendant que tu as des cellules cancéreuses,
En gros, c'est presque de l'engrais, en fait. Ton changement d'hormones, c'est presque de l'engrais sur le cancer. Et donc, du coup, tu vas méga augmenter. Enfin, tu as des chances que le cancer se développe plus vite et de manière plus intense. C'est un peu comme ça qu'on nous l'a expliqué. Et du coup, ouais, forcément, ça change vachement les trucs. Parce que, alors là, je me suis dit, OK, opération directe avant, pas d'enfant. Enfin, tu vois, tout commence à se mélanger et tu commences à reprogrammer un peu les choses. Ou du moins, tu commences à les programmer si tu n'avais pas commencé à te dire quel âge je vais avoir des enfants. Là, ça commençait à... Ouais, et puis là, forcément, les discussions avec mon copain, elles tournaient aussi un peu là-dessus. Autour de ça, ce qui est normal. Ouais. Et puis, non, il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, tout ce qui est traitement lié aux hormones, on a dû stopper. Donc la pilule. Ouais. Moi, j'étais sous pilule contraceptive depuis un moment. Quelques jours après mon diagnostic, quand j'ai vu la gynécologue, elle m'a dit, bon, maintenant tu rentres chez toi, tu prends ta pilule et tu la jettes et tu n'y touches plus jamais. Donc en fait, c'est genre... Ouais, enfin, avec toutes les conséquences. Totalement. Ah bah oui. Et puis ma sœur, pareil. Mais après, je suis trop contente parce que ma sœur, elle est enceinte maintenant, donc du coup, je vais être une tata. Waouh, félicitations. Ouais, merci. Félicitations. Ouais. C'est beau. Mais c'est sûr que ça remet vachement en perspective. Enfin, du moins, tu commences vraiment à voir les choses un peu de manière organisée. Et si jamais tu n'avais pas commencé à y penser, là, ça te laisse pas le choix d'y penser, quoi. C'est clair. Ouais. J'ai envie de te remercier pour ce témoignage incroyable. Et puis, j'ai envie de te souhaiter, en fait, donc, déjà le bout du tunnel avec cette opération. Ouais. J'espère que on verra, hein. Ça se fera quand même à un moment donné. Ouais, j'espère. Pour que tu sois plus tranquille dans ta tête. Ouais. Et puis, encore un grand merci pour merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Merci, c'est cool. Ce podcast a été présenté par Brag.ch, votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez.